Je suis Mélissa et je vous attends à l'émission 20 ans branchés. Parce qu'on va passer 20 ans de notre vie connectés à Internet. Chaque lundi de 8h30 à 9h, on explore ensemble l'impact des technologies numériques sur notre quotidien. Actu techno, invités experts et astuces pour mieux vivre avec notre cerveau connecté. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit pour commencer la semaine. CIBL 101.5 Montréal. Vivre Montréal. Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes. CIBL 101.5 au cœur de Montréal. Ici Jordana La Rochelle. Jessica Maharaj. Et Tamar Edmond. Bienvenue à la tablée des femmes. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis ravie de vous trouver pour un autre épisode de la Tablée des femmes. Et bien sûr, je suis accompagnée de Jessica et Tamar. Hello, les filles. Hello, girl. Salut les filles, comment ça va? Ça va bien? On est là. Ça va super bien, c'est encore l'été. Oui. On Même est si bien. qu'on est au mois d'août, c'est encore l'été. C'est encore C'est l'été. pas terminé. Exactement. Une chance. Je suis contente. Et comme tous les samedis matins, on est ravis de vous trouver avec le même plaisir. Les filles, on va remercier Marie Colombe qui est venue la semaine passée. Marie Colombe Williamson qui a participé à l'épisode. Oui. Ce fut un moment très fort. En émotion. Mais profondément nécessaire. On veut remercier son courage, sa générosité, sa voix. Parler du viol et de l'inceste n'est jamais vraiment facile, mais c'est un acte de résistance et de libération. Tam, dis-nous où est-ce qu'on peut trouver l'épisode? Oui, alors si vous n'avez pas écouté l'épisode dernier, on vous encourage à le faire et même les autres aussi qui ont passé avant. Vous pouvez toutes les écouter, les épisodes sur vos plateformes balado préférées. De plus, nos rediffusions ont lieu les mardis à 10h sur les ondes de CIBL. Thank you, Tam. Merci. Donc, aujourd'hui, on parle de représentation, de racines, de mémoire collective, mais aussi de résistance. Surtout, on explore comment l'art peut transformer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. L'art devient alors un outil puissant pour mieux comprendre certaines réalités vécues par les communautés. Donc, Jess, je voulais voir avec toi ce matin, avec vous les filles ce matin, pas seulement Jess, mais pourquoi on a décidé de parler des deux documentaires, donc l'un, Le mythe de la femme noire, et l'autre, la fête des pères? En fait, pourquoi? Ça vient avec la mission de la Tablée des femmes. Dans notre émission, là, on cherche toujours à mettre en lumière les sujets qui touchent profondément les femmes noires, ainsi que certaines réalités vécues dans nos communautés, et souvent des réalités qui sont tabous et moins abordées, donc des réalités trop souvent invisibilisées, comme on dit, ou mal comprises. Et dans notre plateforme, on donne la parole à des réalités souvent que on parle moins. Et les deux documentaires, Le mythe de la femme noire et La fête des pères, ça s'inscrit dans cette mission-là, dans ce mandat-là. Et le but de ces documentaires-là, c'est de donner une voix à des vécus complexes, parfois tabous, mais essentiels à aborder. Alors, c'est des thèmes nous avons déjà exploré dans plusieurs épisodes. On se rappelle, là, la première épisode, on en avait parlé, sur le mythe de la femme noire. Et aussi, les épisodes par la suite, on a invité justement deux papas qui sont venus aborder la question sur l'absence des pères dans les familles. Donc aujourd'hui, on a cet invité-là qui va venir aborder ces deux sujets. Yes, on est très excités. Vraiment. On a hâte d'en parler. Tam, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet aujourd'hui? Mais par rapport, justement, pour enchérir par rapport à ce que Jessica a dit, sur le terrain, là, les deux documentaires se font très ressentir dans le sens que le mythe de la femme noire, tous les stéréotypes sont vécus par toutes les femmes que j'ai posé les questions, genre, que ce soit par rapport à leur couleur de peau, leurs cheveux, tout ça, là, c'est vraiment comme, tu sais, les filles le disaient que, OK, moi, on m'approche toujours de cette façon-là, on pense toujours de telle façon de moi.
Mais il faut savoir qu'à la longue, ces stéréotypes-là peuvent devenir des armes négatives. Genre, Exact. ça peut être... tu sais, c'est invisible, mais ça peut miner la confiance, l'estime de soi. Ça peut même créer l'isolement et ça peut même empêcher les femmes d'aller chercher ou d'avoir accès aux services qu'ils ont besoin. Puis il y en a même qui hésitent même à demander de l'aide parce qu'elles ont peur d'être mal comprises ou jugées. Alors, tant qu'à y être, elles préfèrent juste rester dans leur coin. Tu sais? Puis par rapport aussi au le documentaire La Fête des Pères, sincèrement, c'est venu me chercher. Parce que moi, dans mon cas à moi, le père de ma fille est absente. Alors, puis dans mon cas à moi, j'irais même plus loin, c'est géniteur. Alors, tu sais, on y va avec le vrai terme. Ouais, le vrai terme, là. Je veux pas battre de poche, je veux pas, tu sais, je suis pas fâchée aucunement. Mais c'est juste que quand je l'ai écouté, j'ai fait « wow ». Puis c'est fou parce que c'est des questions que ma fille, elle a 12 ans, elle pose aussi comme « pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qu'il fait? » Ou « pourquoi je dois aller parler? » Parce que des fois, je suis comme « est-ce que tu veux rentrer en contact avec lui? » Moi, je ne suis pas là pour, tu sais, je ne suis pas la maman... Qui va mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Moi, je suis là pour son bien-être. Est-ce que tu veux rentrer en contact avec lui? Et sa question, c'est comme, mais pourquoi rentrer en contact avec quelqu'un qui n'a jamais fait l'effort de me rencontrer? Wow! Il y a des questions qu'elle me posait, je suis obligée de dire, tu sais quoi? Moi, je peux te répondre, mais je vais te répondre avec une manière fâchée puis des mots méchants. Tandis que ça serait mieux que tu poses la question à cette personne-là. Directement, qui pourra te dire le qui, quoi, quand, où. Puis, tu sais, on va en parler plus tard dans l'émission par rapport au documentaire, mais il y a plein de choses que les femmes qui ont parlé dans le documentaire ont posé des questions, puis j'ai fait « Wow, ces hommes-là, ils font quoi? Est-ce qu'ils savent à quel point qu'ils sont en train de déranger? Ils dérangent, là, carrément, les enfants. Écoutez, je pourrais continuer parce que pour de vrai, ça c'est venu te chercher. Oui, c'est venu me chercher. Puis des fois, je me pose la question de est-ce que c'est moi qui ai fait l'erreur, peut-être, de pas avoir fait l'enfant avec la bonne personne, peut-être. Je sais pas, c'est tous des questionnements. Mais tu sais, en étant bien entourée avec des figures paternelles, avec des femmes comme Jess, Jordana, je vous nomme entre autres, là, les Greenlee, même Erika, quand je vous vois avec ma fille et tout, je me dis que tu sais, le village est là. Alors, pour les absents, c'est eux qui ont tort. C'est plate pour eux. C'est dommage. C'est dommage, exactement, parce que, comme vous voyez, hein, ma fille, elle est extraordinaire. Ouais, Extra. petite fille épanouie. Alors, exactement. Mais on fait l'effort d'eux. Ça n'empêche pas que elles-mêmes, elles sont des fois comme, mais pourquoi je vais aller dans une affaire que c'est la fête des pères, mais moi, j'ai pas de père ou j'ai personne. Ish, là, c'est comme ish. Tu sais? Mais bref, tout ça pour dire que ça se vit même, tu sais, ça se vit encore par chez nous, chez les femmes de notre âge ou même plus jeunes. C'est comme, c'est sans fin, c'est un circuit sans fin, puis c'est plate. C'est vraiment ça, je peux dire. Merci beaucoup, Tam, pour l'échange. Tu sais, tu t'as montré ton côté vulnérable, ta situation et tout. Puis, tu n'es pas tout seul. Il y a des femmes aussi qui vivent cette situation-là, des mamans. Donc, c'est justement, c'est pour ça que la Table des femmes existe, pour en parler et pour ne pas se sentir seule. Donc, on va prendre une courte petite pause, OK, tout petite, puis on va revenir très, très vite avec notre invité. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va mettre à l'honneur des artistes féminines, comme d'habitude, pour de vrai, mais par contre, ce sont des artistes dont les œuvres ont été entendues dans le documentaire « Le mythe de la femme noire ». À tout de suite. Ici Jordana, Jessica Et Tamar. vous écoutez la Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, vous venez d'entendre Saïna Manotte en collaboration avec Tania Saint-Val avec la chanson « Femme à liberté ». Donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir et même l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle. Elle est actrice, comédienne, scénariste, productrice et réalisatrice. Elle est derrière 2 documentaires puissants, Le mythe de la femme noire et La fête des pères. Son travail est important. Il met en lumière des réalités souvent ignorées et offre des outils pour mieux comprendre les dynamiques sociales et identitaires qui façonnent nos vies. Elle crée un espace de reconnaissance, de réflexion et de libération où les femmes noires peuvent se voir, s'entendre, se raconter autrement. Bienvenue à la Table des femmes, Ayana Ocean. Yeah! J'ai bien dit Ocean. Oui. C'est ça. Oui, je voulais être sûre, là. Bienvenue, Ayana. On est merci. contente de Merci te de l'invitation. recevoir. Je suis enchantée d'être parmi vous. C'est un privilège aussi de te recevoir. Je sais que tu es tellement occupée, là. Donc, comme c'est tout le fun, monde. ouais. un peu plus. Plus ça, je viens de nommer tes différents chapeaux, c'est donc ça. probablement que tu es beaucoup plus occupée que la moyenne. C'est sûr.
Donc, sans plus tarder, écoute, Jess, je Oui. te passe la parole pour commencer la conversation avec Ayana. Oui, juste avant, c'est sûr qu'on va aborder les deux documentaires, mais on aimerait ça peut-être voir un peu au niveau de ton parcours. Toi, tu as choisi un parcours un peu atypique, comme on dit. Tu as décidé d'être comédienne, actrice, réalisatrice, puis surtout atypique dans notre communauté. Tu sais, nos parents nous voient d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui t'a mené à ces voies artistiques? Et est-ce que tu as toujours voulu aller vers les arts ou tu voulais peut-être être, je sais pas, avocate? Donc, qu'est-ce qui t'a mené à cette voie-là, en fait? Ben, j'étais entourée de scientifiques. Ma mère était infirmière. J'avais un certain nombre de personnes qui étaient dans ce milieu-là, si on veut. Et ma mère, elle a toujours dit, ben, dépasse-moi, deviens médecin. Ah. Puis, puis moi, ça me plaisait beaucoup parce que j'avais un intérêt marqué pour la santé, un intérêt marqué pour tout ce qui est guérison et tout ça. Donc, j'ai fait toutes mes études en sciences de la santé. Et arrivé au cégep, j'ai réalisé que je n'aimais pas mes cours de sciences, mais que j'adorais mes cours de cinéma, qui étaient un cours en option. Les cours d'écriture et tout ça. Donc, un soir, je suis arrivée à ma mère et je lui ai dit, à l'université, je vais étudier en cinéma. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère extrêmement allumée, ouverte, qui m'aimait de manière absolue. Puis elle m'a dit, fais ce que tu aimes, tu vas toujours manger si tu fais ce qui te donne le plus de plaisir. Moi, mon métier d'infirmière, j'ai toujours voulu être infirmière. Depuis que je suis petite, j'ai adoré ça. Donc, je te souhaite de trouver quelque chose qui soit à la hauteur de la passion que j'ai pour mon métier. Ah, c'est beau! Oui. Donc, ta mère était ouverte à ça. Absolument. Il n'y avait pas de fermeture, c'est ça? Pas elle t'a motivée. Oui, elle m'a beaucoup motivée. Puis depuis, elle aussi, elle était quelque part artiste. Au lieu de nous amener voir des films, ma sœur et moi, dans les cinémas traditionnels, elle nous amenait au cinéma Beaubien. Je ne sais pas si vous connaissez le cinéma Beaubien. Oui. En général, c'est des films de répertoire, des films internationaux, tout ça. Donc, il y a toujours eu cette sensibilité, cette ouverture pour un cinéma autre que le cinéma hollywoodien. Ouais. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup inspirée. Donc, j'ai étudié en cinéma. Ensuite, j'ai étudié en commerce parce que j'ai réalisé que c'était aussi une industrie. Donc, je voulais pouvoir trouver du financement. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Oh, c'est fun. Est-ce que toi, tu voulais être comédienne ou est-ce que tu savais déjà que tu voulais être comédienne ou scénariste ou comment ça a comme ouvert en fait? Oui, mais j'ai étudié pour devenir réalisatrice. OK. Et c'est un métier que j'aimais énormément. Et un de mes professeurs m'a dit, ben c'est beau d'apprendre à réaliser, mais apprends aussi à jouer. Parce que souvent, les réalisateurs ne savent pas nécessairement comment diriger les comédiens, surtout au début de leur carrière. Ils voient les comédiens comme des bibites. Donc, en apprenant à devenir comédienne, tu vas comprendre c'est quoi être devant la caméra, puis tu vas pouvoir parler leur langage. Donc, j'ai pris des cours du soir en jeu dans des écoles privées et je suis tombée complètement amoureuse du métier. Wow. Donc, j'ai poursuivi les deux en parallèle. Wow, mon Dieu. Tu parles tellement avec passion, là, c'est beau à voir. Merci, Jessica. Mais écoute, là, on a parlé de ton parcours avant. Oui. Là, maintenant, on parle à l'intérieur de ton parcours. Là, tu passes à travers ton parcours d'art et tout, et tu fais le documentaire « Le mythe de la femme noire ». Qu'est-ce qui t'a amené à le faire? De quoi il s'agit? Pour celles qui ne l'ont pas encore écouté, on l'encourage de toute façon d'aller le faire parce que c'est très intéressant et très important. Aussi. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi de faire ce documentaire? De quoi il s'agit? Juste pour nous mettre en contexte. Oui, bien, le film traite des stéréotypes associés aux femmes noires en Occident. Les stéréotypes qui sont beaucoup véhiculés par les médias, que parle de cinéma, télévision, vidéoclips, etc. Et moi, étant née ici, comme minorité, si on veut, j'ai vite réalisé que les images qu'on me renvoyait étaient pas très nombreuses et le peu d'images qu'il y avait de moi correspondait à des images stéréotypiques de manière continue. Donc, ces trois images-là, c'est Jézabel, on appelle Jézabel, mais en fait, il s'agit de la femme noire hyper sexualisée. Ouais. Le deuxième, c'est la nounou ou la mamie, donc la femme noire qui prend soin de tout le monde, sauf d'elle-même. Ouais. Et le troisième, c'est la femme noire en colère, donc c'est la femme hystérique qui est désobéissante et puis qui est toujours en train de faire des scandales pour tout et n'importe quoi. Dans le cinéma ou en télévision, elle est souvent vue, la femme noire en colère, comme un comic relief, on dit. Qui bouge la tête et qui fait des mouvements comme ça et tout le monde rit. Mais c'est le fait que les femmes noires soient toujours rattachées principalement à ces trois images-là
a vraiment des conséquences dans la vie des femmes et c'est ce que j'ai voulu explorer par ce documentaire-là. Donc, le documentaire va à la rencontre de 21 femmes qui racontent leur 21e siècle puis qui disent comment ces stéréotypes-là affectent leur vie personnelle, professionnelle, sociale, politique, etc. Ouais. Oh, Non, vas-y, excuse-moi, non, vas-y, tu peux y aller. On a pensé en même temps, c'est sûr. Mais à qui s'adresse le film? Tu sais, on en parle, là, c'est des femmes noires qui viennent, des témoignages. Aussi, tu as des professionnels qui sont venus parler aussi pendant. C'est ce que j'aime beaucoup de tes documentaires, justement. Tu amènes une autre approche aussi historique et tout. Mais à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à des femmes noires? Est-ce que ça s'adresse à la société en général? Est-ce que ça s'adresse à les Caucasiens? À qui ça s'adresse exactement? Super intéressant comme question. Au début, ça fait très longtemps que je voulais faire ce film. Et quand je le présentais aux institutions, donc ceux qui avaient le financement, au début, j'étais refusée systématiquement. Puis une fois qu'on est refusé 3 fois, on ne peut plus le redéposer. Donc, ce qu'on me disait au niveau des institutions, c'est que ce film-là, c'est bien intéressant, mais ça s'adresse trop, c'est trop niché. Donc, un film au cinéma qui s'adresse aux femmes noires, parce que c'était mon public principal, n'était pas assez intéressant pour eux pour investir, étant donné qu'on fait partie d'une minorité extrêmement trop nichée. Et plus tard, avec les années, quand j'ai décidé de faire le documentaire en coproduction avec Bianca, au début, on a investi notre propre argent pour tourner les entrevues et tout ça. Okay. Et l'investissement est venu après un montage. On a fait un démo et après, on leur a montré qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc, mon public principal, c'était les femmes noires. C'est un film que j'aurais voulu voir, moi, quand j'étais adolescente, surtout quand j'étais en quête d'identité. C'est un film que j'aurais voulu voir pour comprendre que je n'avais pas nécessairement à me conformer à l'identité qu'on voulait me mettre sur le dos. Et ce qui est beau, c'est que quand le documentaire est sorti en 2023, les femmes noires sont allées le voir au cinéma, mais d'autres femmes sont allées le voir aussi. Puis, dans les questions-réponses ou dans lesquelles j'ai participé, ils m'ont dit, ben moi aussi, je me rappelle, il y avait une femme autochtone, une femme japonaise, des femmes blanches, des femmes arabes qui disaient, ben en fait, on est toutes sujets à des stéréotypes. Wow. Puis les stéréotypes dont tu parles dans le film qui sont rattachés aux femmes noires puis qui ont qui sont mis dans un contexte historique qui explique pourquoi les femmes noires ont été affublées de ces stéréotypes-là. Elle se dit, ben moi aussi, dans mon contexte à moi, chez moi aussi, une autochtone qui disait, ben oui, nous aussi, on était vus comme des femmes hypersexualisées ou des femmes qui prennent soin de tout le monde. En tout cas, bref. Fait que c'est devenu le documentaire qui a le plus marché au Québec en 2023. Wow. Donc, quand il y a une dizaine d'années, on me disait que c'était un film trop niché, qui s'est rattaché aux femmes noires, la vérité, c'est que plus on est précis, plus on devient universel. Ouais. Puis plus ça vient aussi chercher. Tu sais, si ça vient chercher quelque chose aussi, les gens, ils deviennent inconfortables. Oui, c'est ça. Tu peux le remarquer aussi. Oui, donc, dans le message que tu as voulu transmettre, finalement, qui était pour les femmes noires, tu as pu voir que ça pouvait être aussi pour toute femme confondue. Absolument, absolument. Parce que comme femme noire, on est à l'intersection. On est du genre, donc on est femme et on est noire. Donc, toutes celles qui sont femmes se reconnaissent. Exactement. Puis les noirs, il y a des hommes qui sont venus voir le film, puis qui, à un moment donné, dans les questions-réponses, je me rappelle un en particulier au cinéma Quartier Latin qui s'est mis à pleurer. Et c'est sa femme qui l'avait amené. Puis il a dit à sa femme, pardon, parce que ça fait longtemps que tu me dis que tu as besoin d'aide, mais moi, je t'ai toujours soutenue dans mon esprit comme une femme forte, une femme potomitan. Ouais. Mes mères sont comme ça, mes sœurs sont comme ça, mais j'ai jamais regardé derrière ça qu'est-ce qui se cachait. Et de voir dans le film 21 femmes parler de ça, tout à coup, il a réalisé que, peut-être que moi aussi, j'ai quelque chose à faire, quelque chose à contribuer, quelque chose à dire, puis quelque chose à faire pour supporter ma femme en particulier, puis ma fille, ma mère. Donc, je suis très contente aussi qu'il y a des hommes qui ont été, des hommes noirs en particulier, qui ont été touchés par le film. C'est important parce qu'au moins, ils vont comprendre un peu notre réalité. Exact. Ils sont un peu loin de notre réalité, là, justement. Oui. On n'a pas le même sexe, on n'a pas les mêmes exigences, on va dire, au niveau de la société. Qu'est-ce qui est demandé par une femme, en plus une femme noire dans nos communautés. Fait que je trouve que c'est une bonne façon d'éveiller, d'amener une réflexion aussi, des questionnements. Exact. Parce qu'il y a la cause des femmes qui est soutenue par le féminisme, il y a la cause des Noirs. Mais pour les femmes noires, c'est plus difficile. C'est ça, on est comme entre deux chaises, si on veut. Donc, les spécificités rattachées aux femmes noires ne sont pas nécessairement défendues et surtout ne sont pas nécessairement
parler. C'est tellement important d'avoir des conversations comme on a aujourd'hui, Oui. d'avoir des conversations ailleurs également. Donc, pour moi, ce film-là, Le mythe de la femme noire, donc, comme j'ai dit quelque part, qui voulait parler à l'adolescente que j'étais, je suis contente que ce film-là ait aussi fait ses chemins dans les écoles secondaires, les cégeps. c'est bien. Je savais même pas. Ouais. OK. C'est super. Vas-y, parce que tantôt, j'étais comme coucou parce qu'on a pensé en même temps. Fait que je veux pas que tu oublies ta question. Vas-y. On parle de mythe, mais on s'entend que tu aurais pu choisir stéréotypes, préjugés pour parler de ces idées-là. Pourquoi le mythe? Pourquoi le mot mythe pour amener au documentaire? Ben, parce que c'est tellement inconscient, ces stéréotypes. Dès qu'on dit stéréotype, c'est quand même précis. Quand on parle de mythe, tout à coup, on voit à quel point c'est vaste et à quel point c'est invisible. Donc, même moi qui ai grandi dans cette société-là, je n'avais pas conscience que ces choses-là existaient. Donc, quand on parle de mythe, on parle de quelque chose qui est large et un peu intangible. Donc, même si le film s'appelle « Le mythe de la femme noire », à la fin du documentaire, ce que j'espère, c'est que les gens ont réalisé, OK, ce sont des choses extrêmement concrètes, extrêmement tangibles, puis que les femmes du documentaire, ce que j'ai aimé d'elles, la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est parce qu'elles ne sont pas des victimes du tout. Elles ne sont pas là en train de se plaindre, pauvre moi. Au contraire, elles connaissent les stéréotypes, elles les ont déconstruites au courant de leur vie, puis elles ont trouvé des chemins, chacune à sa manière, de les déconstruire et de trouver leur place, de briser ces choses-là et de ne pas se conformer à des étiquettes et surtout d'être des modèles vivants de c'est quoi être une femme et c'est quoi de bâtir sa propre identité. Écoute, tu as répondu, puis je me suis penchée, j'ai revu en tête les femmes dans le documentaire. C'est exactement comme ça que je les ai vues. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des femmes qui s'assument et elles aiment qui elles sont, qu'est-ce qu'elles sont. C'est ce que j'ai retenu du film, sincèrement, du documentaire, en fait. Oui, puis elles sont passées par la porte du feu pour le faire. Il y a, vers la fin du documentaire, un sujet que je ne m'attendais pas à aborder, c'est celui de la maladie mentale et de la dépression. Puis il y en a beaucoup d'entre elles, 95%, au courant de l'entrevue qui a duré en général 3 à 4 heures chacune, à un moment donné, toutes 95% d'entre elles se sont mises à parler de santé mentale, de dépression. Certaines sont passées par là, certaines ont eu des amis qui sont passés par là jusqu'à s'enlever la vie. Donc, c'était des sujets extrêmement difficiles. Puis, rendu au montage du film, je ne pouvais pas éviter ce sujet-là, même si je parlais des stéréotypes. Il fallait aussi que je montre que il y avait des vraies conséquences sur le mental des femmes de vivre avec ces poids-là tout le temps. Et dans le film, il y en a plusieurs qui en parlent puis qui disent comment elles s'en sont sorties. Puis pour moi, c'était important parce qu'encore une fois, c'est des sujets tabous. Puis dans le type de cinéma que je fais, je veux briser ces tabous et dévoiler des secrets. C'est super important, effectivement. Puis c'est ça que ça m'amenait à poser par rapport à ce que Tamar a dit sur les femmes, qu'elle a vues. Est-ce que c'était un choix, justement, quand tu as choisi ces femmes-là? Est-ce que tu savais le témoignage ou ce par quoi qu'elles ont passé pour expliquer ça? Bien, avant de tourner le film, elles ont toutes été interviewées par moi ou par... j'avais une superbe recherchiste avec moi également. Donc, j'avais plus ou moins un portrait de ces femmes-là. Puis au départ, on a interviewé presque 100 femmes. C'est énorme. Oui. Et puis, toutes voulaient parler absolument. Contrairement à la Fête des Pères, ça, c'est un autre sujet. Et puis, c'était plus difficile de trouver des femmes qui voulaient parler de ce sujet-là. Mais pour le mythe de la femme noire, il y en avait énormément. Donc, ça a été difficile de passer d'une centaine à 20 personnes. Ouais. Puis même là, j'ai tourné plus. J'ai tourné 26 personnes, mais on a dû le ramener à 21. Wow. Puis ce que j'aime aussi, dans le documentaire, on a vu notre chère amie, une amie de la table des femmes, Anastasia Marcelin, où on a l'habitude justement de la voir, qui est une activiste, parle très fort, en fait, les stéréotypes de la black... strong woman? Pas la strong black woman, non, voyons. Angry black woman, merci beaucoup. Ce stéréotype-là, elle le vit constamment, puis de montrer le côté vulnérable. Moi, j'aime ça quand Anastasia se met dans son côté vulnérable, parce que les gens doivent comprendre que ça prend de l'énergie, ça prend de la force pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Puis quand elle expliquait, bien après, moi, je me retrouve avec mon oreiller tout seul. Il n'y a personne qui me demande après si je vais bien, comment je vais, puis je dois être capable après le lendemain me réveiller, puis
recommencer. Fait que c'est ça que j'ai mis aussi dans le documentaire, de montrer ces côtés vulnérables. On a besoin de montrer justement les conséquences. Oui. C'est correct de dire qu'on est le poteau mi-temps puis forte, mais il y a un moment donné, il faut que les gens comprennent que ça prend beaucoup d'énergie. Puis qu'on n'est pas juste ça. Puis C'est on a ça. le droit de ne pas être potomitant. Exact. On a le droit à être hypersensible. On a le droit de rester dans notre coin puis de dire moi, j'ai pas envie. On a beaucoup de difficultés en général comme femme noire de dire non, de dire ça me tente pas. On se sent toujours obligé de supporter tout le monde. Puis ça revient par rapport à Anastasia. Tu sais, on la voit vraiment comme une activiste qui parle fort et autres, mais derrière ça, c'est une femme. Derrière ça, c'est une maman aussi. Tu sais, fait que c'est une femme sensible. C'est une personne à part entière. Puis on oublie ça, justement. On va la voir comme, tu sais, OK, ben, fait juste être activiste, puis défendre les droits des autres, etc. Tu sais, porter le poids des autres. Mais c'est intéressant. Effectivement, c'est très intéressant. On est déjà rendu à la pause, donc on va prendre une petite pause. Bien sûr, tu restes avec nous. Hein, on a besoin de continuer, puis on va parler de l'autre documentaire après la pause. Donc, à tout de suite. CIBL. La Girafe en Bleuze. Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Girafe en Bleuze, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal. Ici Jordana, Jessica et Tamar. Vous écoutez La Table des femmes sur les ondes de CIBL. Donc, durant la pause, vous avez entendu la chanson de Sarami, des Hauts, c'est ça. Donc, vous l'avez entendu, bien sûr, dans le documentaire. Ou vous allez l'entendre, parce qu'il faut écouter le documentaire, Le mythe de la femme noire. Donc, on est de retour avec notre invitée, Ayana Ocean, donc Jessica. On va parler du deuxième documentaire. La Fête des Pères. Ben oui. Oui, elle a réalisé La Fête des Pères et on aimerait ça, tout comme le mythe de la femme noire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce documentaire consiste et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Bien, La Fête des Pères traite du phénomène des pères absents dans les communautés noires et essaie d'aller à l'origine pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène-là existe. J'ai grandi avec ma sœur. Je suis issue d'une mère monoparentale. Donc, c'est elle qui m'a élevée avec ma grand-mère. Puis, en grandissant, j'ai réalisé que ma réalité ressemblait à la réalité de nombreux Noirs. Puis quand j'ai lu les statistiques, c'est à peu près 50% des familles noires qui grandissent sans père au Canada. Ouais. Ce chiffre-là est équivalent aux États-Unis, est équivalent dans les Caraïbes aussi, on le trouve en Amérique du Sud. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ce phénomène-là est si répandu? Par rapport au Canada, si je parle du Canada, par rapport à la population en général, les pères absents représentent 20%. Donc, pourquoi chez les Noirs, c'est 2,5 fois plus élevé? Donc, j'ai fait une enquête pour comprendre le phénomène. Je suis aussi allée à la rencontre de nombreuses femmes qui ont des pères absents et puis qui expliquent les conséquences que les pères absents ont dans leur vie. Ben oui. C'est bien. Puis j'ai écouté le documentaire, justement. Puis ce que j'ai aimé, c'est que souvent, quand on attribue l'absence d'un papa, c'est juste qu'il est disparu de la map. Il a fait le choix peut-être aussi de ne pas être là, mais tu as abordé différents aspects. Tu sais, un père aussi qui est malheureusement décédé, ça a aussi un impact. Tu sais, il n'a peut-être pas fait le choix, mais ça a un impact aussi parce qu'il est absent, ou un autre qui vit dans un autre pays également. Donc, j'ai trouvé, c'était bien, tu sais, c'était pas... oui, il y a ce côté, comment je peux dire, je veux bien l'exprimer, négatif du portrait des pères absents, mais vraiment, tu l'as mis dans différents aspects. Oui, dans différents contextes, effectivement. Puis, puis tu
c'est un film qui était difficile à faire parce que tu disais justement qu'on parle du côté négatif. Puis, je suis très sensible aux stéréotypes. Puis, il y a des stéréotypes associés aux hommes noirs également, des stéréotypes racistes, dont le stéréotype de l'homme noir irresponsable qui fait des enfants partout et qui s'en occupe pas. Donc, je voulais pas faire un documentaire qui allait renforcer quelque part ce stéréotype-là. Mais à un moment donné, puis à l'intérieur des communautés noires, c'est un sujet extrêmement tabou dont on ne veut pas parler auprès de pour que la population en général ne stigmatise pas encore plus les familles noires puis les hommes noirs. Puis, c'est la raison pour laquelle, dans le film, il y a cette enquête émotionnelle pour moi, essayer de comprendre les motivations qui ont poussé mon père à partir. Puis, ces femmes-là l'expliquent aussi également. Mais il y a aussi le côté où je vais à la rencontre de certains spécialistes qui expliquent le contexte historique qui fait que de nombreux hommes ne sont pas là. Il y a toute une histoire qui date de 400 ans, qui a ses origines dans... entre autres, l'esclavage, bien sûr. Et il y a aussi, il y a un historien qui l'explique aussi, un historien anthropologue qui explique que sur la Terre, il y a différents types de familles, puis que la famille nucléaire, avec papa, maman et les enfants, ce n'est pas le seul modèle familial, il y a d'autres modèles familiales dans d'autres pays. Donc, le film interroge tout ça, mais sans taire la blessure personnelle que peut occasionner l'absence du père. Exact. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que c'est des modèles qui se transfèrent de génération en génération, souvent, les femmes qui ont eu un problème comme ça avec leur père tendent à reproduire ce même phénomène-là. Et il y a plusieurs personnes qui en parlent dans le documentaire, puis qui disent, c'est parce que inconsciemment, on est toujours à la recherche de ce père-là et que inconsciemment, on attire ou on est attiré par une personne qui a les critères que notre père a mis de l'avant. J'aurais une question pour toi. On a un auditeur, justement, qui nous écoute. J'espère qu'il nous écoute aujourd'hui, mais il a envoyé un message sur notre Instagram. Oui. Parce qu'on a fait, justement, un épisode sur la présence d'un père dans la vie de son enfant. Fait que là, il nous a envoyé une question. Il nous a dit, tu sais, je trouve ça intéressant, je trouve ça bien que vous donnez vraiment l'espace, justement, aux pères de parler de leur présence, tu sais, moins dans le côté négatif. Puis il disait, mais j'ai l'impression, par contre, que l'absence, le taux, il est plus pareil. Il a baissé. Il disait que, est-ce que c'est moi ou est-ce que ça a baissé? Parce que la façon qu'on le présentait, oui, on a donné des statistiques, mais on s'entend aussi comment que ça fonctionne au niveau des statistiques, c'est des années. Là. Donc, c'est des statistiques, ça peut être de 2010, mais c'est comme ça au niveau des stats. On ne peut pas donner des statistiques de l'année présente. Fait que est-ce que toi, avec le documentaire, tu t'es informé là-dessus, est-ce que tu vois qu'il y a un réel changement par rapport à ça? Est-ce qu'on voit vraiment une augmentation de la présence? J'aime ça parler de la présence, plus que de dire absent. Tout à fait. Donc, augmentation de la présence d'un père dans, justement, la vie de son enfant. Effectivement, le chiffre de 50% date de 2010. C'est ça. Et les statistiques plus récentes, ça qui est beau dans le documentaire, c'est qu'il y a tout un parcours. Puis vers la fin du film, non seulement j'interviewe des pères qui se battent pour être présents dans la vie de leurs enfants, parce que on parle pas de ces pères-là, puis souvent, les pères ne se rendent pas compte qu'eux aussi ont des droits, puis qu'ils peuvent aller en justice pour essayer d'être présents dans la vie de leurs enfants quand, avec la mère, il y a un problème, puis que ça se fait moins bien. C'est pas vrai que la mère a tous les droits. Les cours de justice prennent en compte le bien-être de l'enfant. Donc, je voulais aussi interviewer ces hommes-là. Et à la fin du film, on le dit, c'est que les statistiques ont baissé de moitié. Aujourd'hui, on parle de 25%. Donc, 75% des familles noires ont un père présent aujourd'hui, alors qu'avant, c'était 50%. Et ça a changé très rapidement au cours des dernières années. Puis, dans le film, je le mets sur le compte d'une sorte d'élévation, si on veut, de la conscience. Les jeunes générations sont beaucoup plus conscientes de l'importance, je pense, de leur présence et de l'importance de leur présence dans la vie de leur progéniture. C'est beau. Ça m'a fait penser à une des invitées, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça dans le documentaire, qui disait que quand elle pensait à son père, elle disait qu'élever son enfant, c'est l'élever de haut. Mais elle n'a pas eu ce sentiment-là par rapport à son père. Puis c'est fou parce que dès qu'elle a dit ça,
je me suis mis à sa place, même à la place de ma fille, je me suis dit, mais c'est vrai, élever un enfant, c'est le lever plus haut. Exact. Comme c'est... Puis, en même temps, ça me fait penser à, quand tu as eu l'idée de faire, mais laisse-moi faire l'idée de la fête de père et tout, on t'a pas déjà dit comme, OK, mais on sait déjà ça, que les pères sont pas là et tout, pourquoi tu veux faire ça? Comme, c'est sûr qu'il y avait du monde qui t'ont dit, ben là, pourquoi tu veux parler de quelque chose que tout le monde sait? Comme on sait qu'ils sont pas là, les pères, là, les pères de votre communauté, ils sont pas là, pourquoi tu veux parler de ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand j'ai présenté le film, bon, on s'entend que ceux qui donnent le financement, c'est pas des personnes noires. Donc, eux, ils étaient pas au courant. Du tout. Ils avaient comme une idée vague des choses qu'on voit dans les médias, on en parle souvent, mais ils n'avaient pas idée des chiffres. Donc, non, ce n'est pas un sujet dont ils étaient au courant. Puis, je l'ai dit un peu plus tôt, même à l'intérieur des communautés noires, quand on cherchait des personnes pour témoigner, c'était extrêmement difficile parce que ça reste un sujet tabou. Un, on ne veut pas être encore plus stigmatisé. Deux, il y a quelque chose au niveau de la honte d'avoir été quelque part abandonné par le premier homme de nos vies. Moi, j'ai une petite question parce que tantôt, tu parlais de... Tu ne voulais pas mettre l'emphase sur le stéréotype. Et je vais être très honnête avec toi, OK? Quand que j'ai entendu parler de la fête des pères, j'en avais même parlé avec Jordana, j'étais comme, mais je suis comme un peu dérangée parce que c'est comme qu'on renforçait ce stéréotype-là, justement, de l'absence des pères. Puis là, elle m'a expliqué le contexte. C'est comme, va écouter ton Oui, c'est ça. Effectivement, puis ça a changé ton idée. Ma perception a totalement changé. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, bravo, parce que tu as amené différents aspects, tu as même amené des pères aussi qui veulent t'impliquer et défendre ça, parce qu'on ne les voit pas, ces papas-là, effectivement. Puis il y en a plein, là. Il y en avait 2 ou 3, mais il y en a plusieurs, là, qui veulent... qu'on met de l'avant. Exactement. Puis, mais comment justement, tu as travaillé ça, avoir eu cette sensibilité-là et travailler ça pour pas faire en sorte qu'il y ait cette stigmatisation-là ou ce stéréotype-là? Ben, c'est parce que je suis tellement impliquée personnellement dans essayer de défendre le droit des Noirs. Il n'était pas question que je renforce quoi que ce soit par-dessus le marché. Donc, c'était important. Moi, c'était clair depuis l'écriture qu'il y allait avoir des hommes noirs qui allaient être interviewés, des hommes noirs présents. Pour moi, c'était clair, net, précis. Puis, c'était clair que j'allais aller dans l'histoire pour essayer d'expliquer comment ça se fait que ce phénomène-là est aussi prévalent. D'où ça vient, oui. Exactement. Donc, il n'était pas question de mettre la faute sur les hommes noirs, mais il était absolument question d'expliquer le phénomène avec des données tangibles, réelles. À l'époque de l'esclavage, les familles étaient séparées. Les hommes, on se servait d'eux comme géniteurs, point final. Ils ne pouvaient pas être présents parce qu'on sait qu'une famille avec un père, une mère et des enfants, c'est une famille trop forte qui peut faire des révolutions, qui peuvent renverser le système esclavagiste. Donc, ils étaient nécessairement déplacés dans différentes plantations. On voulait être sûr que ces gens-là demeurent des biens meubles, premièrement. Deuxièmement, je l'ai dit un peu plus tôt, il y a d'autres modèles que la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est un modèle occidental. En Afrique subsaharienne, il y a d'autres modèles, qui est le modèle de la famille élargie, qui fonctionne dans ce contexte-là. Donc, pour moi, c'était important dans le film de démontrer... C'est un film bicéphale, il y a un côté très émotionnel, qui parle de guérison, qui parle de pardon, qui est tout un cheminement par rapport à la relation au père. Puis, à l'autre côté, qui est un côté un peu plus scientifique, où on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au cours des siècles passés, parce qu'on est quelque part récipiendaire de toute cette histoire qui date de 400 ou 500 ans. Donc, en déconstruisant ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans ma démarche de guérison et de pardon par rapport à mon père. Wow, okay. C'est ça que j'ai mis avec l'historien que tu as mis, justement, avec qui tu étais en contact. Là, dans le docteur Carlos Mort. Oh, wow! Oui. Tout ce qu'il a dit, j'ai fait, OK, ça s'explique. Ça ne s'excuse pas. Exactement. Puis je pense que ça explique bien. Tu sais, quand tu dis que c'est important de connaître le côté historique, mais c'est ça qui va nous permettre de mieux s'ajuster, de mieux s'éduquer, et de guérir. Oui, exactement. Guérir, pardonner aussi. Oui, exactement. Oui. Puis il l'a très bien dit. Il a dit comment on peut enlever 400 ans comme ça en s'attendant que, tu sais, ça va être comme qu'on espère ou comme qu'on s'y attend. Ouais. Tu sais, il a dit, c'est impossible, comme c'est 400 ans, là, il faut que tu t'éradiques et tout. Puis quand il disait aussi que, tu sais, c'est l'Occident qui a amené certains types de familles, tandis qu'en Afrique, on avait déjà nos types de familles et ça fonctionnait bien.
En réfléchissant, OK, on n'est pas en Afrique, mais des fois, quand tu vois, ça fait du sens, là. C'est vrai. Alors, ça se pose, on se pose la question de, OK, qu'est-ce qu'un type de famille, dans le fond? C'est ça que ça nous amène à nous poser comme question. Exact. Puis c'est aussi d'avoir l'importance de, même si le géniteur de l'enfant n'est pas là, des modèles masculins forts, c'est possible. Dans le film, il y a Caroline. Oui, il y a Caroline qui a 2 enfants et puis qui dit, autour de ses enfants, il y a des oncles qui sont forts, elle a les conjoints de ses meilleurs amis qui sont là. Il y a des personnes qui font figure de modèle paternel. Et donc, même si on n'a pas eu de père, c'est possible d'avoir ces personnes-là, si on veut, qui ont une influence puissante et positive. Puis dans ma démarche de pardon et de guérison, j'ai réalisé que, mais c'est vrai, au cours de ma vie, bon, il n'était pas là, mais j'en ai eu d'autres. Donc, c'était de reconnaître que ces personnes-là ont été mises sur mon chemin aussi pour m'aider à m'épanouir. C'est ça que j'aime avec le documentaire que tu as fait. C'est pas, OK, on parle d'absence puis que tout est négatif. C'est vraiment, tu amènes des aspects, des contextes différents, que ça soit une présence. Justement, tu parles de présence masculine dans la vie des enfants. On parle de les pères qui se battent pour leurs enfants. Puis, c'est resté dans ma tête, le monsieur qui était venu à la fin, je me rappelle plus du nom, OK? Mais il était venu, il parlait par rapport à son absence, puis sa fille était présente. Oui. Puis je me demande comment il a réagi quand tu l'as approché pour ça. Parce que là, le père? Oui, le père. Ouais. Parce que là, il est venu parler de son absence, là. C'est pas quelque chose à glorifier, là. Effectivement. Donc, comment il a réagi? Stéphanie Mulot est une spécialiste de la question en Guadeloupe. Donc, c'est quelqu'un qui a accepté d'être interviewé dans le cadre du documentaire. Puis, je lui ai demandé si son père accepterait d'être interviewé aussi. Puis, j'avais beaucoup de difficultés à avoir des pères absents qui voulaient témoigner, dont mon propre père, bien sûr. Et Stéphanie a dit, OK, il avait déjà participé à un documentaire auparavant en France. Donc, elle allait lui demander. Donc, il a dit OK, puis parce qu'elle lui a demandé. Et il avait 1 heure à peu près pour faire l'entrevue. Donc, ça donne ce que vous avez vu dans le documentaire où il essayait d'expliquer à sa fille le contexte de son absence. Il faut comprendre qu'elle, par la suite, toute sa vie, elle a étudié... donc, son père est parti. Elle est née d'une mère française et d'un père guadeloupéen qui est parti quand elle était très petite et qui retournait en Guadeloupe après son service militaire. Et... toute sa vie, elle a fait des études pour essayer de comprendre l'absence des pères en Guadeloupe. Donc, quelque part, c'était aussi pour comprendre elle-même sa propre existence, si on veut. Puis, dans le film, elle dit son histoire personnelle avait une résonance collective. Donc, toute sa vie, elle a passé à étudier cette question-là. Et quand elle a demandé à son père s'est présenté, il s'est assis, il a commencé à lui expliquer les raisons qui ont fait qu'il est parti. Et ça donne lieu à une scène... malaisante? Oui. Comment vous l'avez trouvée? Oui. Parce que lui, il explique, puis on voit bien qu'elle essaie de comprendre plus, et puis, mais il ne peut pas lui expliquer plus. C'est un homme de sa génération, et puis il explique les choses de manière extrêmement... Directe, oui, c'est ça. Exact. Et, non, mais tu le vois, elle est comme... Elle cherche plus, c'est ça. Elle n'était pas satisfaite. Elle n'était pas satisfaite de la réponse. C'est vrai, puis ça se voit. OK, je pensais que j'étais la seule. Non, parce que quand j'ai vu, je disais, est-ce que c'est moi qui a senti ça ou... Non, elle était vraiment pas satisfaite. Mais est-ce que c'était voulu de garder cette partie malaisante-là, justement? Est-ce que... Oui? Bien, c'était voulu parce que, pour moi, cette scène-là démontrait vraiment la réalité, la réalité de tellement de familles où une fille essaie de connecter avec son père et de l'autre côté, lui explique les choses, mais sans comprendre. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit tout ce qu'elles auraient voulu de leur père, c'est de dire « je suis désolée, mais ces mots-là ne viennent pas. Je suis désolée, j'ai conscience du mal que ça t'a fait, mais pour telle et telle raison, à cause de mon âge, etc., il est arrivé telle affaire, mais je suis désolée, j'aurais vraiment voulu être là, tu es une fille magnifique. » C'est des mots qu'elles auraient voulu entendre, mais qu'elles n'entendent pas. Mais c'est vrai que c'est générationnel. Oui. C'est vrai, oui. Ces hommes-là ont peu de mots. Ouais. Ce sont des hommes de peu de mots. Exact. Puis eux, ils pensent que, tu sais, le peu de mots qu'ils
qui t'ont dit, c'est C'est ça qui dit tout. énorme. c'est C'est énorme. Tu es supposé avoir tout compris. Oui, Exact, c'est ça. exact. Puis c'est important pour moi dans le documentaire de montrer aussi l'absence émotionnelle. Il y a une femme en Guadeloupe d'origine haïtienne qui dit que moi, mon père a toujours été là, il a mis le pain sur la table. Je pense qu'il nous aimait, mais il m'a tellement jamais dit je t'aime, j'ai tellement jamais eu de conversation intime avec lui que pour moi, c'est comme s'il était absent. Puis l'absence émotionnelle, c'est une réalité aussi qui n'est pas chiffrée et qui n'est pas chiffrable, en fait, et qui est quand même une réalité assez répandue. Il y a des Blancs québécois qui ont vu le film puis qui m'ont dit, ben moi aussi, à l'époque, dans ma génération à moi, dans les années 40, 50, peu importe, moi, mon père était là, mais il était comme... quelqu'un le dit à un moment donné dans une entrevue, un hologramme. Il est là, sur la chaise, mais il n'y a aucune connexion. Il n'y a aucune interaction. Et ça aussi, c'est considéré comme un père absent parce que les conséquences sont les mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Et on va prendre une petite pause. Et bien sûr, nous allons conclure l'émission avec Ayana Ocean. À tantôt. Ici Jordana, Jessica et Tamar. Vous écoutez toujours La Tablée des femmes, donc vous venez d'entendre Dominique Fils-Aimé avec sa chanson Freedom. Et maintenant, Tam, on est rendu au segment Question Pop-up. Pop-up. OK, alors le segment Pop-up est simple, OK? On te pose des questions qui n'ont aucun lien avec le thème de l'émission, mais elle nous permet de te découvrir sur un autre angle. OK. Donc, de te découvrir sur tes goûts et ta personnalité. OK. Alors, tu as deux choix et tu choisis un des deux. OK. OK. Alors, cocktail ou vin? Cocktail. OK. Oscar Michaud ou Spike Lee? Spike Lee. Viola Davis ou Angela Bassett? Oh, come on. Ah oui, ça c'est dur. Oh my God. OK, Viola Davis. Ballon blanc au festival? Festival. Poisson frit ou saumon? Oh, saumon. Tu vois que si elle avait le choix, elle aurait les deux. Ouais, exact. Saumon et poisson frit sur le côté. Écoute, Ayana, il nous reste encore quelques minutes. Fait que dis-nous, est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de faire? Que tu peux nous dire un peu? Oui. Donc, je viens de tourner un nouveau film. C'est mon premier long-métrage de fiction. Bravo. Et ça traite... c'est une histoire d'amour. Donc, il y aura beaucoup de choses à déconstruire ici. On a hâte de voir ça. Oui, ça sort l'année prochaine. Ça sort, OK, l'année prochaine. Oh, mais c'est super. Ben, on a hâte. Tu nous donneras les informations. Absolument. Ouais, Je vous inviterai à la première. Oui, s'il vous plaît. Oh, on va venir avec notre caméra, micro, tout. Écoute, Ayana, je veux vraiment te remercier d'avoir pris le temps de venir à la Tablée des femmes. Oui. Ça fait chaud au cœur parce que on sent justement une connexion. On en parlait pendant la pause, qu'on pouvait en parler pendant des heures, là, des deux documentaires, en fin de compte, qui sont très importants, nécessaires pour la communauté, puis surtout la société en général. Je pense qu'il y a certaines réalités que les gens doivent connaître dans certaines cultures, pas pour excuser, mais pour comprendre certaines choses. Fait que non seulement nous, nos hommes, nos femmes dans la communauté, mais aussi dans la société en général et la société dite blanche. Donc, si on veut visionner le mythe de la femme noire, de ce que je comprends, on peut aller sur Natif TV, c'est ça, et CBS. Non, CBC. CBC? Ouais. Ouch. En plus, je l'ai écrit CBC, mais je voulais dire CBS. CBC Gem. Donc, ça, c'est le mythe de la femme noire. Et pour la fête des pères, c'est tout.tv. Absolument. C'est surtout .tv, la version 52 minutes. Et la version 75 minutes va être représentée dans des festivals cet automne. Donc, suivez mes réseaux sociaux, puis venez, parce que je vais être là, puis on fera des questions-réponses. Pour tes réseaux sociaux, c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Instagram, Ayana Ocean, ou Facebook. Super. Donc, merci beaucoup. Merci Ayana. Merci Jordana, merci Jessica, merci Tammy. Merci. Merci Jessica, merci Tamar. Merci d'avoir partagé. Je trouve que c'était un sujet important, comme qu'on a dit, des deux documentaires de notre vie. Puis, tu as été très vulnérable au début, Tamar, par rapport à ta situation. Fait qu'avant de quitter, parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes, Erika est comme Jordana est très juste à... Fallait que je la pointe. Elle fait un travail extraordinaire, je vous dis, que ce soit Erika ou Greenlee. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport justement à le documentaire? Qu'est-ce que ça, à la fin, qu'est-ce que ça te, comment je pourrais dire, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à la fête des pères? Ben, j'ai retenu que, dans le fond, si le papa est absent, mais c'est pas ma faute à moi,
OK, surtout que je laisse l'espace et l'ouverture qui prennent sa place. J'ai retenu aussi que je n'étais pas une victime de ça, et encore moins mon enfant. Ce qui veut dire qu'on a beau se concentrer sur ce qu'on n'a pas, mais on enlève le shine sur ce qu'on a, et c'est ça qui est encore plus beau. Alors, tu sais, par rapport aux mamans qui parlaient, aux filles, dans le fond, qui parlaient dans le documentaire, il y en a une qui disait, Caroline, justement, elle qui était 2 enfants, elle disait, elle s'entourait d'hommes fiables, fidèles. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis d'ailleurs, je voudrais les shout-out, là, les tontons, le parrain à ma fille, big shout-out, parce que c'est grâce à eux qui fait que on est bien, on est heureuse, puis on ne se concentre pas sur ce qu'on n'a pas, mais sur ce qu'on a. Exact. Alors, c'est ça que je voudrais dire aux gens, c'est même si on n'a pas, tu sais, c'est bien beau de dire, OK, j'ai pas ça, mais est-ce qu'on peut compter ce qu'on a? Parce que c'est ça la beauté de la chose. Et être reconnaissant pour ce qu'on a. Exact, la gratitude. Alors moi, je suis vraiment remplie de gratitude pour ça. Tu vois, je voulais repartir la conversation. Là, Erika, ça, c'est ta faute. Là. Jordana, calme-toi, là, comme on t'a dit qu'il reste quelques minutes, t'es déjà parti. Tu aurais dû poser la question à moi. Voilà. Merci Jess, merci Tamar, toujours un plaisir. Merci Ayana d'être restée jusqu'à la dernière minute. Merci à toute l'équipe de la Tablée des femmes, Greenly, notre recherchiste, Anne qui s'occupe des réseaux sociaux et bien sûr Erika pour la mise en onde. Le plus grand des merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous écouter, de nous soutenir et de faire vivre la Tablée des femmes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes préférées, balado, ainsi que les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à chercher la Tablée des femmes. On se retrouve samedi prochain à 10h pour un autre épisode sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Bye! Bye. Pour un voyage musical dans les années par leur parution de nouveautés ou par des chroniques sur des sujets précis. En compagnie de Marc Bolduc, tous les dimanches de 17h30 à 19h. Soyez au rendez-vous et en avant la tradition. Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin de 11h à midi et en rediffusion mercredi matin